Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour toutes et tous, euh, en ligne et pas en ligne. Euh, Aujourd'hui, c'est notre 8e émission. On s'approche petit à petit de la première année, là, qui va être cet été, puisqu'on avait commencé au mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Donc ce soir, j'accueille Massimo, que je vais par la suite laisser se présenter. Euh, donc je vous rappelle que pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes émissions, c'est une émission que nous produisons en direct tous les premiers dimanches du mois, qui s'appelle Explore ton centre, ça vous le savez. Ça veut dire en fait Explore ton centre, c'est on discute avec une personne du centre ou une personne reliée au centre sur la lignée, sur le centre, sur l'histoire du centre, l'histoire de la lignée, les enseignements, etc., à travers l'expérience d'une personne. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est avec du recul. On a le droit d'être dans sa passion et dans sa vision personnelle, même si c'est pas une vision partagée par tout le monde. C'est ça qui fait un peu l'originalité de la chose. Voilà, merci Massimo d'avoir accepté de partager cette dure épreuve et je te laisse te présenter. Donc, merci Jean-Luc pour l'invitation, puis ce beau portrait aussi qui finit par faire un portrait des facettes de notre communauté, de la Sangha. Et pour un espace, hein, c'est ce que c'est, laisser de l'espace aux autres pour s'exprimer. Donc, bien content, je trouve que c'est une belle série. J'ai vu des parties, j'ai pas tout vu, mais je trouve que c'est vraiment un beau projet. Et donc, voilà, je vais essayer de vous parler aujourd'hui à partir donc, de mon cheminement. Je suis dans le groupe, comment on pourrait dire, il y a les anciens, vraiment les vrais. Je suis dans l'îlot du milieu, plus ou moins, disons. Mais ça fait quand même un beau moment. J'ai entamé autour de 2000, mais à Shambhala vraiment plus autour de 2006-2007 de façon plus régulière. Donc, pour les présentations, simplement, je me considère comme un étudiant sincère quand même, un étudiant du Dharma, un pratiquant. Bien sûr, c'est accompagné, on en parlera tout à l'heure, d'une recherche en art contemporain, aussi un travail sur l'enseignement, sur les questions d'oralité, tout ça, mais donc autour de l'art contemporain qui peut tisser plusieurs liens entre les processus créatifs et les processus contemplatifs. Donc, c'est ça. J'ai entamé autour de 2000 un début d'une, comment on pourrait dire, hein, souvent une recherche spirituelle un peu, ouais, qui au début est un peu toujours, même longtemps, indéfini. On cherche un peu, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose dans notre intuition qui nous dit qu'on a besoin peut-être de quelque chose, on cherche quelque chose de plus profond. Donc autour de 2000, je me rappelle quand même bien pourquoi j'ai entamé ça. C'était un moment à la fois très riche, mais avec beaucoup de tension au niveau des projets en art contemporain, dans ma vie aussi. Hein, quand on a 30 ans, c'est toute une période au niveau relationnel, amoureux. Mais c'est sûr, je me suis retrouvé à un endroit où j'avais des petits bouts moins confortables avec plusieurs projets intéressants, mais j'ai senti la pression, j'ai senti la tension dans mon atelier, les attentes envers moi-même, les autres, ça se mélangeait avec beaucoup de choses. Et finalement, à un moment donné, c'est carrément le corps qui m'a demandé d'aller chercher un peu. Et donc, j'ai entamé doucement, j'ai commencé à chercher. Hein. Ça commence toujours par un livre, quelqu'un nous a dit quelque chose, ma mère qui est très importante pour moi, un beau personnage qui m'a appris beaucoup de choses, qui a des bonnes intuitions, puis qui directement ou indirectement aussi a une démarche, tu sais, qui est passée aussi à travers les années 70 à Rome, en Italie, en Europe. Et donc, elle m'a dit des choses. Après ça, une entrevue de Léonard Cohen. Puis après ça, doucement, je tombe sur un livre d'abord Krishnamurti qui m'amène à Kalu Rinpoché, qui m'amène finalement à un très beau livre de Trungpa Rinpoché, où là, vraiment, bien sûr, j'ai senti
quelque chose d'important, quelque chose de clair qui me parlait. Bien sûr, sa grande compréhension, on en reparlera tout à l'heure, par rapport au processus de perception puis de créativité. C'est quelqu'un qui a vraiment compris ça, qui a compris, je dirais, l'esprit de ses étudiants, les Occidentaux. Donc, c'est vraiment un beau croisement. Donc, à partir de là, de fil en aiguille, paiement chaudron, et puis tout à coup, je me ramasse à un centre d'artistes qui s'appelle Skoll, qui était sur la rue Sainte-Catherine et qui était juste à côté de l'ancien centre dans l'ouest sur Sainte-Catherine. Et pendant plusieurs fois, je passais devant le centre Shambhala, je disais, ah, c'est drôle, ça, c'est quoi ça? Puis un soir, à un moment donné, un mardi soir, je pense, je débarque là sans trop. Puis je fais une soirée comme ça de méditation. Oh! Puis là, de fil en aiguille, bon, j'ai fini par entrer dans ce magnifique terrain, ce magnifique espace qui est les traditions du Dharma. Et donc, je suis bien content maintenant de pouvoir vraiment poursuivre ça. C'est vraiment, je le dis souvent, ces dernières années, c'est un vrai outil, c'est une vraie médecine, vraiment. C'est-à-dire que pour toi, ça a été une convergence, en fait, entre plusieurs tendances en toi, au niveau artistique, au niveau recherche spirituelle, au niveau, etc. Et puis, et c'était vers quelles années, ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est autour de 2000. Ah, ok. D'ailleurs, un moment très particulier, 99, 2000, 2001. Donc, c'est ça. J'avais autour de 30, 32, 33 ans. Et puis, donc, c'est là que c'était une période très, c'est ça, très dense aussi pour les jeunes, comme toutes les époques, mais 2000, hein, il y a quand même une petite charge symbolique à cette époque-là pour nous. Change de millénaire. Oui. Donc, c'est ça. C'est comme ça, doucement, que je suis entré. Ouais. Et pour toi, c'était un choc, cette rencontre avec une démarche qui était franchement occidentale, si j'ai bien compris, par rapport à la tradition européenne plutôt, puisque tu parlais de l'Italie, et puis d'atterrir comme ça dans une culture qui est plutôt orientale et plutôt, même si grâce à Shogam Trungpa, elle a quand même été pas mal ouverte aux Occidentaux. Il y a quand même une base, ne serait-ce que le vocabulaire. Donc, je te dirais oui, c'est sûr qu'il y a une partie qui est une rencontre particulière, mais en même temps, je te dirais, j'ai réalisé avec le temps, avec recul plus, par un peu le biais de la philosophie et par le biais des artistes. Il faut penser que ça a été très important, même plus important qu'on le pense. Certains théoriciens du monde de l'art contemporain l'admettent des fois en coulisses dans les livres de catalogue, mais c'est beaucoup plus important qu'on le pense. On ne réalise pas que le pop art, une partie importante du pop art, ça vient d'une grande partie des gens comme Arthur Danto puis plusieurs artistes du pop art qui allaient voir, qui allaient voir les causeries d'un Suzuki qui n'était pas Shunro Suzuki, qui était l'ancien Suzuki des années 60-70, qui est un des premiers à avoir amené le Zen Soto aux États-Unis. Donc, tout le rapport au quotidien, la simplicité des petits gestes, tout ça, travailler avec le banal du quotidien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes importants dans le monde de la musique, dans le monde de la danse, qui ont été extrêmement influencés dans les années surtout 70, 80, surtout aux États-Unis, au Canada, par la pensée du Dharma, sans être nécessairement toujours des pratiquants directs, mais de manière indirecte, c'est beaucoup plus important qu'on le pense. Donc, veux pas, c'était là comme en arrière-plan un peu. Puis c'est sûr, quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, comme Leonard Cohen, que lui, carrément, bon, bien sûr, était un pratiquant zen vraiment important. Ça, à travers, c'est ça, je me rappelle vraiment plusieurs entrevues où j'ai senti la richesse que ça allait apporter à son écriture puis à son cheminement. Puis à un moment donné, ça l'a... Mais bien sûr, comme on pourra parler tantôt, c'est une rencontre un peu particulière qui comment dire, qui fait des frottements entre l'Occident et l'Orient, qui n'est pas simple, qui est à la fois une grande richesse. Trungpa Rinpoche, c'est assez beau. Il disait, vous savez, ça va faire des flamèches. On n'aura pas le choix, ça va faire des flamèches, puis il faut travailler avec ça. Et oui, ça fait des flamèches. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Shambhala, je pense qu'on a cette richesse et cette complexité. On fait des flamèches depuis quelques années, mais je dirais, on peut dire qu'on fait des flamèches depuis 40 ans. Et on est vraiment cette convergence de cette rencontre entre ces deux mondes qui ont deux richesses. Et tu disais très bien, Trungpa Rinpoche, c'est je dirais pas un des rares, mais un des premiers à avoir été
à la fois extrêmement profonde dans sa relation très traditionnelle, parce que si on découpe à la fois comment il était imagé, comment il était libre et fou un peu dans ce qu'il était, et magnifique, on s'entend, on est tous des grands adorateurs, des fans finis de notre précieux Trungpa Rinpoche. Mais la chose, c'est qu'il y avait vraiment, il a compris, puis il y avait un vrai respect pour l'Occident. On le voit à plusieurs reprises dans certains livres, certaines causeries, où il est conscient que oui, il y a une dimension conceptuelle, des fois trop. Il est conscient, mais il est conscient aussi qu'il y a une richesse aussi. Puis que dans cette rencontre-là, on ne peut pas juste dire « c'est juste du matérialisme ». C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais on est vraiment dans cette difficulté, je dirais, je dis souvent qu'on est au seuil de la lisière entre des traditions authentiques et en même temps des innovations plus contemporaines, c'est ça. Et comment on travaille avec ça aujourd'hui. Et on est en plein là-dedans. On est le laboratoire de ça un peu dans Shambhala, je pense, une partie. Et à partir de ce premier contact-là, rue Sainte-Catherine, Oui. comment ça a impacté ta vie à partir de ce moment-là, Ouais. autant au niveau personnel qu'au niveau de ta pratique artistique et puis aussi de ta spiritualité. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est graduel, mais ça l'a modifié, bien sûr, plusieurs aspects importants. Je te dirais, un des plus importants qui me revient souvent, ça l'a changé le rythme de comment je travaille, comment je travaillais. À un moment donné, j'ai eu les outils. Quand j'ai commencé à joindre ma pratique d'atelier avec la pratique assise, en fait, pendant plusieurs années, quand Lily était petite, j'ai une fille de 18 ans maintenant, mais quand elle était plus petite, justement, l'atelier devenait quasiment le seul endroit où j'étais un peu tranquille. Finalement, je me suis mis à beaucoup méditer les matins dans mon atelier. Et là, de passer de la pratique assise à la pratique de dessin ou à la pratique artistique, là, à un moment donné, c'est là une des choses importantes, c'est la jonction du rythme entre les deux pratiques, puis de voir que c'est pas deux mondes, puis que je pouvais de plus en plus polliniser l'une et l'autre des pratiques. Donc, sur la question des rythmes, après ça, ça change beaucoup les intentions de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. C'est ça a changé beaucoup de choses sur ma relation, disons, au monde de l'art, sans trop rentrer là-dedans. C'est sûr que ça, c'est assez majeur. Et puis, oui. Mais après, c'est sûr, là, ça change des choses aussi plus intimes, vraiment internes, c'est de comment on remplit nos journées, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait tout ça, des choses plus fondamentales, c'est sûr. Après, sur le rapport à l'écriture, ça a beaucoup changé la relation. Puis je te dirais, ça c'est une des choses que je travaille le plus ces dernières années, c'est une compréhension des niveaux de langage. De vraiment comprendre que le dessin, la peinture, c'est un langage. L'écriture, c'est un langage. Puis dans l'écriture, il y a la poésie. La poésie, c'est pas la même chose que l'oralité. L'oralité, c'est... Et donc ça, c'est une des grandes richesses de ces traditions-là, c'est de m'avoir fait comprendre et voir la finesse dans les structures de transmission. C'est une des plus belles choses du Dharma, c'est le raffinement dans la compréhension de la finesse de la transmission et de ces différents niveaux de langage. Alors là, on est dans le cœur du sujet, finalement, de ce que tu as annoncé tout à l'heure, quand tu parlais de cette rencontre entre ton art et ta pratique, tes pratiques. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé de tes perceptions, au sens large du terme, à la fois la perception en tant que telle et à la fois la perception et les perceptions. Ouais. Ça c'est une grande question. Je n'ai pas une solution, mais je te dirais, mais rapidement, c'est ça, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs aspects. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr, premièrement, il y a la qualité d'écoute, de vision. Quand on pratique, on commence à voir la nuance entre vraiment regarder, voir, vraiment contempler, voir une première fois, entre la première impression, étudier vraiment quelque chose. Donc, c'est sûr que sur les questions de réaliser vraiment qu'est-ce qui se passe, la relation aux apparences,
Tu sais, un des grands aspects, c'est de voir que ok, la solidité de ce qu'on pensait être le monde physique ou matériel, ok, c'est peut-être plus complexe ou fin que ça. Donc ça change quelque chose. Puis finalement, ça a changé ma façon d'aborder la sculpture, d'aborder le dessin. Dans le fond, dans mes dessins, ce que j'essaye de faire souvent, c'est de dessiner sans dire que je fais une cartographie réaliste ou parfaite, mais j'essaye de dessiner un peu l'invisible, ou en tout cas la circulation d'un certain invisible. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, même la science nous montre que ce qu'on pense ici être le vide, hein, il y a pas mal plus de choses qu'on le pensait. Donc, c'est extrêmement intéressant comment ça se rejoint. Mais je te dirais, c'est ça, ça serait sur la finesse des lectures, puis la finesse des niveaux de perception. Ça a changé quelque chose. Puis après, l'autre aspect, c'est sur le ressenti, si on pourrait en parler, le ressenti versus le signe ou le cognitif, tu sais, entre les mots puis le ressenti. Ça, c'est une autre grande révolution du Dharma, disons, un des grands apprentissages du Dharma. Allons-y, parlons-en. Parce que ça va dans les deux sens. Ouais. Parce que justement, tu as cette particularité d'être au centre, à la convergence de ces deux choses, de la perception, c'est-à-dire à la fois de la recevoir et puis en même temps, à travers des œuvres, de la générer pour que d'autres la contemplent. Donc il y a ce double aspect qui m'intéresse. Oui, tu as raison, c'est un travail de communication, donc, tout le rapport de rayonnement, vraiment de communication dans le sens vraiment large du terme. Mais tu as raison que dans ce va-et-vient, la pratique d'abord, c'est ça, la pratique c'est beau, c'est que c'est lent, on l'apprend tout doucement, on commence par se regarder, on commence à rencontrer notre esprit, on commence à voir comment on pense, hein, qu'est-ce qui habite vraiment notre pensée. Puis le beau shift du Dharma, c'est de vraiment nous faire voir la distinction entre qu'est-ce que ça veut dire les signes conceptuels et qu'est-ce que ça veut dire les états, le rapport du ressenti. Et comment les signes conceptuels, doucement parfois, se transforment ou nous amènent à l'état plus incarné ou plus dans l'état de la présence ou la qualité de l'état. Et ce qui est beau, c'est qu'en même temps, le Dharma, il nous fait voir que la pensée, c'est aussi une richesse. Hein? C'est pas juste, c'est quelque chose de plus fin que... Parce qu'au début, c'est sûr, il y a toute cette notion de le conceptuel, arrêter la pensée ou pas arrêter la pensée. Mais avec le temps, on commence à voir que, OK, la pensée est un magnifique outil pour après ça. Et c'est là la transition entre prajna et jnana. Donc, prajna, on pourrait dire, c'est la connaissance, hein, l'intelligence plus fine. Hein? C'est quand l'intelligence commence à être plus claire. Puis comment l'intelligence claire, tout à coup, nous amène vers ce qu'on appelle la sagesse. Toutes les pratiques, dans le fond, c'est comment cette transition-là se fait. C'est très... ça a l'air simple en mots, c'est très... ça prend tout un travail, c'est assez complexe. Oui, mais alors, comment cette direction-là, le devenir de la perception, mais comment ça se passe dans l'autre sens, de la création? Oui. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, j'allais dire interrogé, personne ne m'a interrogé, mais ça tournicote dans les quelques neurones qui me restent. Oui, je comprends. Et de savoir, parce que le flash de perception, on travaille ça avec la photo contemplative, etc., mais dans l'autre sens. Oui, tu as raison que je te dirais que en réfléchissant tout haut avec toi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent dans un espace qu'on peut retrouver justement dans l'atelier où on retrouve une qualité pour pouvoir accéder à cette banque un peu, soit de mémoire ou une banque plus intuitive. Et après ça, il y a quelque chose qui ressort avec une partie intuitive puis une partie plus dirigée. Puis je pense que c'est là qu'il y a tout un jeu entre parfois vouloir diriger certains signes ou dire des choses, puis à parfois aussi accepter qu'à travers la poésie, c'est un bel exemple, que ça sort parfois presque d'une manière inattendue ou avec une image au-delà de ce qu'on aurait voulu calculer. Donc ça, c'est vraiment cette fine, puis c'est de cette raison que la création là-dessus, ça a un drôle
Ouais, je pourrais pas je pense pas qu'il y a une recette 1, 2, 3, mais Ah, je parlais pas de recette, non, je non, non, parlais comment ça fonctionne? identifier la voie, en fait. Ouais, la voix. Comment on passe de quelque chose qui est... c'est même pas du conceptuel, on est encore plus en arrière, Ouais. et, que ça revienne. C'est-à-dire c'est faire tout le chemin du flash de perception vers la contemplation dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça, c'est une belle interrogation. Et... Ouais. La chose que je te dirais, que là où je vois vraiment que la pratique fait vraiment son travail, c'est la capacité de créer les bonnes conditions pour que l'inspiration ou l'atmosphère interne ou externe puisse avoir lieu. Et après ça, il y a un moment comme interne de digestion ou un moment où les idées ou les choses restent soit dans l'esprit ou dans l'atelier pendant un moment. Et après ça, on recrée les bonnes conditions pour qu'après ça, ça ressorte. Puis là, je te dirais, c'est là que le Dharma m'a apporté quelque chose d'extrêmement fin. C'est dans la mise en place des qualités et des conditions, soit de perception ou soit de communication externe. C'est là, je te dirais, que ça m'a le plus apporté. Donc c'est plus effectivement un état. C'est plus créer les bonnes conditions. Après ça, comment, qu'est-ce qui sort? Ou là, je te dirais, moi-même, je ne suis pas sûr, je pourrais le nommer 1, 2, 3. Ah non, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est très intéressant, je comprends, ta question est très bonne. Ouais. C'est plus une interrogation qu'une question. Ouais. Bon. Bon, alors continuons sur ton histoire, si sans dire qu'on va évacuer ce sujet-là, mais non. je pense qu'il va nous... Oui, il va revenir, il va nous retitiller sur quelques générations. Oui. Mais oui, pour continuer, je te dirais, dans cette... qui relie un peu à ce qu'on parle aussi, c'est... parce que ça relie, dans le fond, ça parle de ce que ta question que tu étais en train de parler entre l'inspiration et l'expiration, quelque part. Hein? Mais c'est intéressant, l'inspiration artistique, l'expiration. Hein? Je te dirais que c'est la question de la circulation, on pourrait dire la circulation du sens, la circulation de l'énergie. C'est là qu'il y a un autre aspect extrêmement intéressant qui m'intéresse beaucoup, puis je pense toi aussi, puis tous les gens qui ont certaines démarches ou qui sont dans la pratique. Comment circule l'énergie ou la conscience à travers une lignée des personnes ou à travers nous? Hein? Et là, il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'essayer de commencer à comprendre comment ces lignes de circulation se font. Et quand je te parlais tout à l'heure que j'ai une des choses qui me touchent beaucoup de ces traditions-là, c'est la qualité ou la capacité de transmission. C'est ça que je vois, c'est comment, à force comment même les pratiques sont une façon intelligente de s'approcher d'un langage, d'une certaine compréhension, d'une écoute interne. Puis là, à un moment donné, de commencer à se relier à des énergies plus fondamentales, puis de commencer à les comprendre. Puis d'abord, si c'est intellectuel, il faut accepter que pendant longtemps, on comprend juste les mots, on prétend un peu, même le Sakya parle de ça, c'est très beau, il dit, vous savez, pendant longtemps, on prétend être des guerriers, des guerrières, on prétend être, même les pratiques, on prétend. Puis là, mais à force de prétendre, à un moment donné, on commence à diriger, puis tout à coup, ça dépasse la prétention, tu vois-tu? Mais à un moment donné, il faut accepter qu'il y a beaucoup un travail sur la mémorisation, sur la répétition. On répète, puis même, on comprend plus ou moins. Puis là, tout à coup, ça se clarifie. Par la pratique, ça se clarifie. Puis là, à un moment donné, ça commence à être intégré. Puis là, il y a un passage. Et donc, ça, c'est très fascinant d'étudier toutes ces pratiques-là. C'est un raffinement, c'est une technologie extrêmement fine sur comment se transforme tout ce processus. Ouais, c'est intéressant parce que ça souligne que, en fait, dans les enseignements, il y a des mots, mais qu'en même temps, il y a des choses qui passent par au-delà des mots. C'est quelque chose de connu, mais
là, tu es en train de le souligner encore plus, que il y a des choses qui passent aussi par notre comportement, par toutes les pratiques qu'on fait, et que au-delà des mots, il se passe des choses. Et c'est le principe de Shamatha Vipassana, c'est de pratiquer, puis on parle pas, on dit rien, et puis il n'y a rien qui s'explique, et puis c'est juste qu'il faut être là, et puis laisser passer les énergies. Et ça, tu le soulignes bien. Et comment ça... Est-ce que ça a été un guide pour toi, ça, ou c'est plutôt une découverte? Je te dirais c'est une découverte à travers la pratique. Je te dirais que il y avait des intuitions. Hein, je dis souvent, tu sais, les gens qui font de la recherche, les artistes, ils ont des bonnes intuitions. Ils n'ont pas toujours tous les outils. C'est pour ça que souvent je dis qu'il manque des outils, même si le laboratoire artistique ou philosophique est extrêmement riche, on s'entend, mais il manque des outils. Et je trouve que le dharma, ça amène souvent la partie complète qui manque, qui est celle vraiment d'une lecture plus fine de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps, puis qu'est-ce qui se passe vraiment dans le système nerveux, et c'est quoi vraiment l'influence de comment on pense, puis à quel genre de truc on pense, puis à quelle énergie on pense, puis comment ça affecte tout le reste. Donc, c'est ça que ça met à un moment donné en lumière. À force de passer des heures à regarder, on commence à voir que, oh, OK, penser de telle façon à telle affaire, ça finit par avoir un effet sur l'ensemble de... Tout ça est relié. Et donc, c'est là que le passage entre une compréhension fine du monde conceptuel, de c'est quoi nos cassettes, comment on pense aux choses. Puis au-delà de c'est-tu bon, pas bon, juste, tiens, cette cassette-là, elle passe souvent, c'est quoi cette cassette-là? Puis là, tout à coup, pour un moment, il y a plus d'espace. Puis là, on comprend un moment non conceptuel. Puis là, ça nous fait mieux comprendre le moment conceptuel. C'est toujours un passage entre les deux. Puis là, à un moment donné, on comprend, c'est pas une dualité de on va juste être non conceptuel, puis là, on va être vraiment éveillé. Ou OK, c'est plus fin que ça. Mais en même temps, à un moment donné, il faut comprendre c'est quoi des moments non conceptuels. Puis l'art, ça fait ça. L'art, ça peut être extrêmement conceptuel, mais en même temps, il y a un moment où il y a une tâche, il y a une photo, il y a un geste. Il n'y a plus de mots pour un moment. C'est la question que j'allais te poser. C'est comment ça se transmet, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des affaires d'énergie, en fait. Et donc, la question, c'est comment on transmet nos énergies, sur quel plug on se met, et puis qu'est-ce qui passe dans le fil. Enfin, ça aussi, c'est une autre question. C'est... et toi, tu vois ça comment? Puisque c'est à la fois ta pratique en tant qu'enseignant ici, et puis en tant qu'artiste dans la ville, si j'ose dire. Comment tu vois la différence de transmission de cette énergie par rapport à des gens qui, ici, ont une pratique, et des gens qui sont ton public, et qui, a priori, disons, ne sont pas supposés avoir soit une pratique, soit la même pratique. Ouais. Est-ce que tu sens une différence dans la communication, dans les perceptions, enfin, tout ça? Oui, c'est sûr, ça aussi, c'est une grande question. Je te dirais, oui, c'est sûr, maintenant, je vois vraiment plus clairement les environnements un peu plus propices à pouvoir installer ça ou regarder ça. C'est sûr que je réalise de plus en plus que dans le monde conventionnel, là, je vais prendre l'exemple du monde de l'art contemporain conventionnel, je réalise que c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont dans tout à fait un autre mouvement très agité qui m'intéresse de moins en moins. Par contre, quand je peux vraiment avoir la liberté d'avoir un espace où je peux installer une qualité, donc un environnement où il y a une qualité d'attention ou de communication, là, je vois que je peux le faire à différents endroits. Mais il faut vraiment pouvoir... c'est pour ça que puis ça, c'est un apprentissage que j'ai eu par rapport à la lignée. Quand la lignée, elle nous apprend c'est quoi un environnement éveillé, comment on crée un environnement pour avoir des bonnes conditions, pour que toutes les personnes qui sont là puissent avoir un vrai rendez-vous avec elles-mêmes, puis aussi avec l'énergie de ce qui se passe. Donc, ça peut avoir l'air très rigide, très réglementé. Au début, quand on ne connaît pas ça, on dit « Hey, tabarnak! » C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui résistent, ils n'aiment pas ça. Puis là, à force, à un moment donné, tu comprends, OK, le trip, c'est pas juste d'avoir un espace très policé puis très contrôlé, c'est juste un espace compassionné pour qu'on puisse avoir un rendez-vous avec nous-mêmes, pour qu'on puisse suspendre aussi la parole plus conventionnelle sociale, pour qu'on puisse voir
comment on se parle vraiment avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, je te dirais, c'est ça qui m'intéresse beaucoup de plus en plus. C'est pour ça que maintenant, je fais presque juste des environnements. Je suis en train de refaire des événements juste chez moi, où je suis en train de reprendre ce que je faisais quand j'étais très jeune, reprendre, je te dirais, le contrôle sur l'environnement d'exposition, l'environnement d'installation, pour pouvoir vraiment recréer une qualité de communication. Et comment, donc, en revenant à l'histoire du centre, comment tu as traversé cette période en faisant toi cette évolution? Comment, quel parallèle il y a entre ton histoire personnelle dans le centre, je parle bien personnel, dans le centre, et ce qui s'est passé dans ta vie, ce que tu viens de nous décrire, ce qui s'est passé dans ta vie artistique? Je te dirais, c'est toujours des voies parallèles qui se communiquent. Puis c'est pour ça qu'on reste à un moment donné, c'est que ça nous parle. L'évolution de ce qui se passe dans la Sangha ou dans la lignée ou dans les trois joyaux, elle finit par continuer à nous nourrir. C'est sûr, avec toute la complexité de ce que c'est, parfois on est un peu moins confortable, plus confortable, mais depuis longtemps, ça fait un bon moment, puis ces dernières années, c'est encore plus évident, ça continue à être toujours une richesse qui fait juste apporter puis polliniser les deux espaces, c'est que de plus en plus, les deux espaces sont de plus en plus proches. Tu sais, un de mes derniers projets, là, je suis sur un projet qui s'appelle Domus sur le corps maison, mais précédent, ça s'appelait la réunion des pratiques. Puis en fait, pendant 10 ans, c'était l'observation de comment ces deux univers, ces deux pratiques réussissent ou pas à se parler, parce que c'est pas si évident c'est ça. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Alors, raconte. Raconte, sans aller dans tous les détails, je te dirais. On n'a pas le temps. Là, on a le temps d'en parler. D'en parler un peu. Mais alors, disons, je pourrais te dire une chose majeure. Une chose majeure, je te dirais, le monde de l'art contemporain s'intéresse beaucoup à, quelque part, c'est beaucoup nourri de toute la recherche de ce que le Dharma fait. Mais c'est sûr que, puis là je vais parler pour le Québec, ça probablement c'est vrai pour presque tout l'Occident, il y a une espèce de méfiance et une crainte bien sûr de l'aspect religieux et de l'aspect du maître spirituel, ce qui fait que beaucoup d'intellectuels du monde de l'art contemporain s'y intéressent jusqu'à un certain point à distance, mais du moment où on commence à parler de manière plus approfondie, il y a vraiment, c'est ça, un frottement puis une difficulté très particulière, qui fait qu'il y a des gens vraiment qui vont être très, très résistants, puis d'autres, ça dépend. Et après, on pourrait faire une nuance entre le monde anglophone et le monde francophone. Bon, ça, disons, ça, c'est un aspect important qui est assez étrange et chacun protège un peu son domaine, ce qui est dommage parce que il y a une richesse qui est un peu coupée. Donc, ça, c'est un aspect. Moi, comme je te dis, j'essaye vraiment qu'il y ait ce dialogue, puis je vois à quel point il y a vraiment des convergences. C'est ça que Trungpa y avait compris. C'est que quand tu enlèves tous les positionnements intellectuels, politiques, ou le monde de l'art est vraiment en toute une stratégie avec des gens qui essayent de définir des positions pour se placer. Bon, c'est un milieu très compliqué. À la fois, c'est intéressant. C'est comme un grand jeu d'échecs. Il y a des choses très intéressantes, mais à un moment donné, ça donne aussi des positions qui sont un peu très aveuglées par toutes sortes de choses. Mais par contre, quand tu enlèves ça, puis tu vas vraiment juste au cœur de la pratique, vraiment, je te dirais, de la recherche, juste créative, il y a vraiment des liens incroyables avec le Dharma. Ça, c'est clair. Puis Trungpa, puis le Sakya ou Mipan Rinpoche, ils ont vraiment compris ça. Et c'est pour ça que dans Shambhala, ça, c'est une des beautés de Shambhala, c'est que ça, c'est très clair et c'est très présent. C'est pas toutes les traditions qui s'intéressent à ce croisement, puis à voir cette richesse vraiment entre ces deux domaines qui sont vraiment poreux, vraiment très poreux un envers l'autre. Donc, je te dirais qu'une posture créative, quelque part, c'est pas loin d'une posture créative de pratique. Il y a des nuances, après, c'est sûr, dans les finalités, il y a toutes sortes d'aspects, mais dans l'état d'esprit de perception, comme on disait tout à l'heure, on réalise que il y a vraiment des familiarités très proches. On va justement passer de l'autre côté, alors, puisque je t'ai posé plein de questions sur comment ton art te permet de voir ce qui passe dans l'autre sens, etc. Alors maintenant, en tant qu'enseignant, d'animateur de groupe, surtout autour de l'art contemplatif, de l'art dharma,
Et puis, en tant qu'enseignant aussi sur la voie Shambhala, euh, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça a modifié dans ta façon d'être au monde? Ok. Par rapport Ouais. à tes étudiants, je parle. Ok, ah, ok, oui, Parce oui. que là, Ah, oui, ok. tout Ouais. à l'heure, on s'est intéressé Ouais, ouais. à toi par rapport au monde, mais là, L'art contemporain. à travers ce que Mhm. les étudiants te renvoient pendant que tu les fais travailler sur Mhm. l'art contemplatif, enfin, tu les fais Ouais, ouais. pratiquer, pas travailler, Mhm. euh, qu'est-ce que toi, aussi, ce côté-là t'a amené? Ok. Ah, oui. Qu'est-ce que tu as amené et qu'est-ce Ah, que ça t'a amené? hmm. Ouais, ça, c'est peut-être un des aspects les plus riches. Euh, je te dirais, premièrement, ça m'a mis devant ma propre sincérité aussi, d'être vraiment vraiment sincère avec moi-même puis avec eux. Fait que ça, c'est sûr que ça, avec le temps, ça a modifié quelque chose de très beau. Euh, donc, là, je me soucie plus de est-ce que je réussis vraiment à les inspirer ou à les encourager dans leur pratique, qu'elles soient créatives ou qu'elles soient, bon, après, qu'elles soient du dharma ou les deux. Et, avec le temps, là, c'est ça qui devient en avant. C'est ça qui est beau. Au-delà des questions de finalité formelle, de réussite dans le monde de l'art, tout ça, bon, ça, c'est un autre aspect. Mais c'est plus de voir quand je sens que je peux leur donner un petit quelque chose, puis en même temps, c'est jamais juste dans un sens. On se donne, puis ils me redonnent. Mais quand je vois que je peux apporter un peu au niveau de l'inspiration, au niveau des outils pour que eux, ils puissent eux-mêmes comprendre des aspects. Ça, je te dirais, c'est peut-être un des plus beaux, ouais, ça c'est un des plus beaux endroits ces dernières années que je commence à voir de plus en plus. Ouais. Ouais. Donc, on est quasiment arrivé au présent, alors, et Ouais. l'avenir? Ah, Comment tu, l'avenir. comment Ah, tu vois la suite des choses? Il ne s'agit pas de faire non, non, le devin, non, non, mais non. euh, comment tu verrais, je veux dire, Ouais, c'est plus dans les souhaits et ouais. dans une vision que dans une prémonition. Oui, c'est ça. Je te dirais, la seule chose, puis je pense qu'on est tous les gens vraiment engagés au centre ici, on essaye, j'ai l'impression d'avoir ça un peu, d'espérer pouvoir continuer à offrir, puis à semer cette richesse-là, ces enseignements-là. Là, on pourrait dire à travers Montréal, à travers le Québec, juste que ça, au moins, ça existe, puis qu'on réussisse à pouvoir le faire, puis que chacun aussi puisse continuer à cheminer en étant authentique aussi avec tout ce qu'on est chacun dans nos richesses, nos diversités. Juste ça, ça serait déjà extraordinaire. C'est sûr, souvent on se dit, ah oh, wow, ça serait super qu'il y ait plus de monde qui puisse accéder à ça. C'est pas juste une question de chiffres non plus. Mais par contre, c'est sûr qu'au moins on puisse, ça, hein, comme on a fêté notre 50e, c'est quand même quelque chose. On est un des plus anciens centres à Montréal. On offre quelque chose, je pense, qui est précieux depuis une cinquantaine d'années. Donc, moi, j'espère vraiment pouvoir que le centre puisse poursuivre, que moi, je puisse poursuivre aussi personnellement. Tu sais, j'ai mon travail à faire. Mais là, depuis quelques années, je suis vraiment content. Je sens vraiment je te dirais, j'ai semé pendant un bon bout, là, ça fait quand même 22, 24, 25 ans. Mais dans les 3-4 dernières années, je sens vraiment une belle fructification simple. Ça a l'air de rien extérieurement, mais intérieurement, quand je suis dans mon quotidien, je vois vraiment des belles choses. Donc, j'espère juste pouvoir poursuivre, puis avoir les bonnes conditions pour pouvoir juste partager ça. C'est juste ça que j'espère pour moi, puis aussi pour le centre. Mm. Et au niveau de l'art contemplatif, je parle toujours du Ouais, ouais, centre. ouais. Est-ce que tu as Ouais. des choses que tu aimerais qu'elles soient réalisées? Est-ce que tu voudrais qu'on aborde des voies qui ne sont pas encore ouvertes? Là, je Mm. te parle, Ouais. toi en tant que responsable de art Mm. contemplatif, enfin art dharma dans notre centre, et moi en tant que directeur. Mm. Euh, Euh, ce serait quoi tes ouais. souhaits de développement Ouais. dans cette branche-là? Je te dirais, ben peut-être parce que c'est quand même vivant, c'est là, quand même, je suis content de ces dernières années. C'est sûr, pour la dimension peut-être art dharma, ça serait peut-être bien
repartir un peu le corpus. Ça, c'est vrai que je le fais de façon indirecte ou indirecte avec mes étudiants ou en parallèle, j'organise aussi des ateliers qui finalement sont des ateliers d'art d'arma où il se passe vraiment des belles choses. Mais c'est vrai qu'au centre, je pense que ça pourrait être une richesse que ça revienne un peu plus, ça soit un peu plus présent. Oui, c'est vrai. Je me disais pendant longtemps, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, qu'il fallait vraiment se concentrer. Tu sais, on a souvent parlé, il faut faire attention au niveau des énergies. J'ai eu peur à un moment donné d'ouvrir, qu'on ouvre trop d'affaires, qu'il y ait trop de choses. Donc, puis aussi au niveau, c'est ça, il y a une limite de ce que chacun, tous, si on peut faire. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça serait important, même si je pense que c'est là, c'est vivant, puis c'est encore là. Mais peut-être qu'on pourrait, parfois, y faire juste un petit peu plus attention, comme peut-être une fois ou deux par année, faire une belle retraite d'art d'arma, disons, où l'accent serait sur des arts contemplatifs, comme, disons, à Carmichaeling, des fois, ils font ça, un datoun, puis l'accent est mis un peu là-dessus. Donc, les exercices qui viennent avec la retraite sont un petit peu, puis ça donne, paraît, des choses très, très belles aussi. Donc, ça, c'est un exemple, mais j'ai pas de gros projets ou de mécontentement. Mais si je pense à la richesse du centre comme tel, je suis content parce que c'est déjà là. Mais peut-être on pourrait y faire un peu plus attention à certains moments. Oui. Enfin, je ne parlais pas Non, de non, créer un court mécontentement dans la vie quotidienne, mécontentement dans la vie quotidienne. mais plus effectivement de voir comment on peut améliorer le produit, pour parler un langage moderne. Voilà, bon, on a fait un beau tour d'horizon. Est-ce que tu as envie est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, là, que tu aimerais dire spontanément? Ouais, spontanément, je te dirais peut-être juste un petit peu plus sur la question des transmissions. Tu vois, c'est comme Shambhala est à la fois un beau laboratoire plus contemporain où on pose un peu la question sur OK, par où ça passe, les transmissions? Tu sais, traditionnellement, c'est plus précis. Hein, puis là, dans Shambhala, on pose la question, OK, est-ce que ça passe, ou par où ça passe? Et je trouve que il y a cette question plus ouverte, même si elle n'est pas, je dirais, pas simple, ou on ne peut pas juste l'inventer, j'ai l'impression que ça passe aussi bien sûr, par les gens qui sont là, les enseignants, les enseignantes anciens, puis aussi, bien sûr, par le cœur aussi de la lignée, de la tradition. Donc, c'est la question des maîtres aussi. Question avec laquelle les Occidentaux, des fois, on ne sait pas trop comment danser avec ça. Faut faire attention, tu vois, ça c'est un autre stéréotype triste du Québec. Hein, je regarde comment on parle de ça dans les médias. C'est d'une tristesse vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais presque entendu quelqu'un dans les médias conventionnels pas aller dans le stéréotype un peu stupide, binaire, là, le gourou, tu sais. Bon. Ou la secte, ou peu importe. Presque jamais. Il y a presque très, très peu de monde qui sont capables. Là, je parle de l'espace public conventionnel, là. On s'entend après dans... Et c'est triste parce que ça sème quelque chose. C'est d'ailleurs un des grands blocages probablement que la plupart des centres ou des traditions comme les nôtres ont. Puis ça, c'est très présent au Québec pour toutes sortes de raisons historiques. Je ne veux pas aller tout expliquer ça. Et donc ça, c'est dommage. Ça, des fois, tu vois, je me dis, j'aimerais ça des fois dans l'espace public, que parfois il y a quelqu'un qui vient dire, attention les amis, c'est plus fin que ça. C'est sûr, il y a des gens niaiseux qui ont fait ça, c'est autre chose, là. Mais c'est pas parce qu'il y en a 50 niaiseux qui ont utilisé ou qui ont mal utilisé la notion de direction spirituelle avec de toutes sortes de manières, on s'entend que assez caricaturales. Ça ne veut pas dire qu'il y a des traditions où il y a une notion, il y a une relation à la lignée et au maître spirituel qui est authentique et qui est vraiment une richesse. Donc, dans Shambhala, il y a ça, mais en même temps, on pose la question aussi ça passe aussi par toutes sortes de voies. Parce que dans Shambhala aussi, la richesse, elle vient aussi des étudiants, des étudiantes autour de Trungpa du Sakyong Mipan Rinpoché. C'est ça aussi qui est assez particulier, c'est qu'à un moment donné, il y a des Occidentaux qui sont allés assez loin par la qualité donnée par Trungpa Rinpoché et le Sakyong Mipan, qui réussissent aussi à transmettre. Et il y a aussi la richesse de travailleurs, des psychologues, toutes sortes de monde, des pratiquants, des pratiquantes dans la lignée elle-même,
qui, encore aujourd'hui, continue à transmettre. Donc, il y a toute une chaîne de transmission aussi très fine qui passe à travers toutes sortes de signes. Le langage, l'oralité, des gestes, des écritures, des enseignements, des retraites. Tu sais, il y a toutes sortes d'endroits où ça passe, cette énergie éveillée de la lignée. Puis à un moment donné, on réalise que, la lignée, à un moment donné, c'est quelque chose d'assez loin au début. Hein? La lignée, il y a comme quelque chose de... On lit des livres, il y a quelque chose de... Puis là, à un moment donné, avec le temps, plus on pratique, plus on réalise que la lignée n'est peut-être pas si loin que ça. Puis qu'à un moment donné, on réalise que peut-être qu'on fait partie de la lignée, à un moment donné. C'est ça aussi, le clan Moupo, c'est une famille... C'est une grande famille dysfonctionnelle, comme toutes les grandes familles dysfonctionnelles, mais qui a aussi sa grande richesse, sa beauté. C'est des relations humaines fines, il y a de l'amour là-dedans. Et à un moment donné, la famille Moupo, ben, elle transmet toutes sortes, elle offre toutes sortes de choses. Ouais, c'est surtout une énergie. C'est une énergie, c'est l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de la lignée. Mais j'ai bien aimé ton terme de laboratoire, parce que dans laboratoire, il y a labor, le travail, et puis il y a oratoire. C'est prix et travail. Enfin, c'était une devise au Moyen-Âge, de ora et labora. Prix et travail. Et c'est une notion de laboratoire qu'on a utilisée aussi au Conseil, puisqu'on a fait un cercle de réflexion qui soutient le Conseil et que certaines plutôt ont nommé laboratoire. Et j'ai bien aimé cette expression justement à cause de ça, parce qu'il y a cette rencontre entre ce qu'on doit faire et puis en même temps la prière, enfin, se relier à une énergie spirituelle, etc. Ben c'est ça, ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est la notion de par quel chemin le sens ou l'énergie de la lignée passe. Et il y a une partie que ça passe par l'oralité. Donc on laboure l'oralité, mais ça passe pas juste par l'oralité. Ça passe aussi par la présence au corps, ça passe par les environnements, ça passe par toutes sortes d'autres signes aussi. Donc c'est ça qui est beau, c'est la finesse des différentes couches de par où ça passe. Mais l'oralité est un endroit... important, le laboratoire de l'oralité. Absolument. Es-tu complet? Hein? Es-tu Oui, complet, ça me semble, je crois qu'on a touché à... Quelle serait ta conclusion? Ça peut être une conclusion ouverte et sans point final. Oui, c'est ça. J'ai pas de... Ben, juste un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je souhaite vraiment... J'espère vraiment que, puis vraiment par sincérité, pas juste parce que il faut le faire, puis on veut vendre des choses. Tu le sais, il y a quelque chose de plus profond. Je pense il y a une médecine, une pratique extrêmement fine, très belle. Et puis j'espère vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir utiliser cette médecine pour traverser ce voyage qui est quand même quelque chose. C'est tout un beau voyage que c'est l'existence. Et donc, j'espère vraiment que ça va continuer à circuler, puis ça va continuer à fleurir aussi. J'espère vraiment que ça va être là. Alors, tu as quelque chose à souhaiter non, à nos auditeurs? C'est ça que je vous souhaite, chers amis. Je vous souhaite vraiment de pouvoir avoir la joie et la fructification de la pratique. Eh bien, merci Massimo. Merci à vous qui nous regardez, peu en direct, mais certainement beaucoup en différé. Et donc, je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission, donc comme d'habitude, le premier dimanche du mois, qui sera donc le dimanche 5 mai. J'ai déjà quelqu'un de pressenti, mais qui ne m'a pas encore dit oui, vraiment, donc je ne donnerai pas de nom. Ce sera la belle surprise. Merci, bonne soirée et à bientôt.